La grande interview avec Yann Janot. Bonjour Yann Janot, merci de venir nous voir. Bonjour. Vous êtes donc directeur général du réseau La Forêt. On rappelle l'étendue du réseau, 720 agences, 4800 agents. Alors est-ce que ces agents immobiliers ont de quoi se mettre sous la dent? Est-ce qu'ils ont le moral en ce moment? Est-ce qu'ils ont plus d'offres et est-ce qu'ils signent plus que l'année dernière? Alors, ils ont en effet plus le moral que le moral qu'ils avaient en début d'année, parce qu'on a attaqué une année 2024 dans un contexte d'inflation, dans un contexte de marché immobilier apathique. Donc on s'attendait à une année catastrophique, cataclysmique même. Et finalement, au fil des mois, au fil des trimestres, on va dire, à partir du deuxième trimestre, on a vu le marché se redresser et on a vu un certain nombre de feux passer au vert. Le feu des prix, la baisse des prix qui recule à 12 mois, on est à moins 4,5% au niveau national. Donc les prix au feu vert, la baisse des taux d'intérêt aussi qui sont passés de 4,24 à 3,60 schématiquement, donc qui restituent aussi du pouvoir d'achat aux Français. Les marges de négociation qui ont progressé également de quasiment 1 point entre le prix affiché et le prix finalement acté. On négocie combien en ce moment ? On négocie autour de 5,5% au niveau national. Il y a un an, c'était 4,5%, donc c'est encore ça de gagner. Et la bonne nouvelle, la bonne surprise, sont les banques finalement qui ont rouvert le robinet du crédit, qui étudient de nouveau les dossiers et qui permettent de retrouver une petite fluidité dans le réseau immobilier. Ouais, donc ça repart, redémarrage. L'année dernière, la 2023 a été catastrophique, il faut le dire, quand même moins 22% des transactions au niveau national, moins de 900 000 signatures donc en valeur absolue. Là, le redémarrage, on l'estime à combien du coup? Si vous avez, on a déjà fait une bonne partie de l'année, 3 trimestres sur 4. On va dire que l'année se déroule en rien d'original en 2 semestres et qu'on devrait atterrir à 800 000. Mais c'est surtout le sens de la pente qui a changé. 800 000 transactions au niveau national. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du premier trimestre, au début du deuxième trimestre, on avait une pente toujours qui reculait le volume de transactions. Et on a vu le volume se redresser. Chez La Forêt, à 6 mois, au 30 juin, on était à plus 0,9% de volume de transactions. Au 30 septembre, on était à plus 2,5%. Ouais. Ensuite, ce qu'il faut regarder, je crois, c'est aussi le point de départ. On compare l'évolution des volumes de transactions avec les années qu'on appelle les années folles, c'est-à-dire les années de 2019 à 2022. Et il faut rappeler qu'il y a eu uniquement, alors je mets l'année Covid de côté qui était très particulière, mais il n'y a eu que 3 années depuis que c'est mesuré, où il y a eu plus d'1 million de transactions immobilières dans l'immobilier ancien. Et ces 3 années sont trop facilement cru que 2019, qui allait 2021 et 2022. Donc on est aujourd'hui sur des volumes de transactions qui sont similaires à ceux qu'on connaissait en 2017. C'est pas la panacée, les Français peinent toujours à trouver leur logement, mais en tout cas on est sur la bonne pente. On a passé le point bas du coup ? On a passé un point dur. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On est en pleine préparation des budgets, donc c'est vrai que ça va jouer également beaucoup sur la relance, en tout cas sur l'appétence des ménages pour les projets immobiliers. Qu'est-ce que vous regardez justement du côté immobilier pour le budget? On sait que l'immobilier a souvent été mis de côté par la construction aussi, le logement en tout cas, par le gouvernement, par les derniers gouvernements. Là, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelque chose? Ce qu'on attendrait et ce qui nous manque, c'est une vision stratégique sur le logement, qui est quand même le premier poste de dépense des ménages français. Et cette vision, on ne l'a pas. C'est une politique de relance de la construction, évidemment, de relance de l'investissement locatif. Et face à ça, malheureusement, on a le concours Lépine de la mauvaise idée tous les jours. Des niches fiscales qu'on se dit peut-être qu'on va pouvoir gagner un petit peu. Avec une nouvelle taxe tous les jours, finalement, tiens, si on remettait la taxe d'habitation sur le tapis, pourquoi pas? Tiens, si on augmentait les droits de mutation, les fameux frais de notaire, comme on les appelle faussement. Donc, on craint fortement cette vision budgétaire, cette contrainte budgétaire, uniquement budgétaire, sans projet de relance du logement. Alors, ce qu'on attend, nous, c'est assez simple. Premièrement, aider ceux qui entrent sur le marché, les primo-accédants, ceux qui veulent acheter leur premier logement. Les prêts à taux zéro. Il y a un outil qui s'appelle le prêt à taux zéro, le PTZ, en effet, pour tout le monde, qui est dans l'immobilier ancien, contraint géographiquement, réservé aux territoires les plus tendus. Donc cette barrière, il faudrait la faire sauter et l'ouvrir à tout le territoire français, et qui est contraint également à la réalisation
de travaux dans une enveloppe extrêmement importante. 25% du montant global de l'opération doivent être réalisés en travaux. Donc il faut faire sauter ces deux verrous pour aider les Français à devenir propriétaires. C'est la première fois d'ailleurs que le taux de propriétaires en France recule. Donc il y a un réel sujet. Première mesure. La deuxième mesure, c'est l'investissement locatif. L'accès au parc locatif privé est dans une difficulté qu'il n'a jamais Est-ce que les investisseurs locatifs sont revenus d'ailleurs sur le marché? Non, ils ne sont pas revenus. Non, ils ne sont pas revenus. Ça fait 7 ans qu'on leur sert un discours, qu'on parle assez mal et qu'on qualifie mal l'investissement locatif, qu'on essaye de nous faire croire qu'on est une start-up nation et que le reste ne compte pas. Donc les investisseurs sont passés chez nous de quasiment 30% des transactions. En 2017, on était à 27% des transactions immobilières dans le cadre d'un investissement locatif, à aujourd'hui 16%. Mais par exemple, le régime LMNP, location meublée non professionnelle, n'a pas totalement été... il a été amendé, mais à la marge uniquement sur la revente et pas sur la comptabilisation des revenus locatifs. Il y a toujours une incitation. Le sujet, c'est qu'on change la règle du jeu en cours de partie. On n'arrête pas de changer voilà, c'est totalement instable. On a des investisseurs qui viennent nous voir en disant « Est-ce que vous pouvez me garantir que les loyers ne sont pas encadrés dans les villes dans lesquelles je vais investir ?» Ben non, on ne peut pas garantir parce que tous les ans, il y a une nouvelle liste. Tous les ans, il y a une nouvelle contrainte de rénovation énergétique, par exemple, sans solution, sans filière pour mener la rénovation énergétique. On a une taxe foncière qui ne fait qu'exploser suite à la suppression de taxes d'habitation qui, rappelons-le, n'a été demandée par absolument personne. La taxe d'habitation qui va revenir, également de nouveau, en tout cas vraisemblablement, ça fait partie des mauvaises idées. Donc les investisseurs, il faudrait déjà changer notre logiciel, leur parler différemment, les considérer et leur donner une visibilité avec une fiscalité extrêmement stable. Pourquoi pas une flat tax qui serait quand même beaucoup plus raisonnable, contrainte peut-être par des réalités énergétiques et de performance énergétique. Ça aussi, c'est envisageable. C'est le deuxième sujet avec celui de la rénovation énergétique. Il faut absolument rouvrir le sujet de la rénovation énergétique au 1er janvier 2025. Et ne pas baisser les aides. Ne pas baisser les aides, en tout cas les revoir, c'est extrêmement confusant pour tous les Français. Il faut trouver un entrepreneur habilité RGE, il y en a de moins en moins et ils sont insuffisants de toute façon pour répondre à la demande. Il faut derrière essayer de trouver son chemin dans le labyrinthe des aides. Il faut trouver un accord avec les copropriétés quand on a des travaux, un accord avec les villes, avec l'urbanisme. Il faut embêter les voisins en faisant des travaux tout le temps. Il faudrait trouver une solution pour sortir son locataire le temps des travaux qui n'existe pas. Il n'y a pas de solution technique, il n'y a pas de solution juridique. Donc il est temps de reposer le sujet de la rénovation énergétique sur la table avec toute la filière, ne pas y renoncer, absolument pas, mais le faire de manière plausible et acceptable. Donc ça, c'est un sujet sur l'investissement locatif également. Et puis le troisième sujet, qui me concerne moins, mais qui concerne la filière, c'est celui de la relance de la construction. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de logements là où les Français veulent habiter. Et il y aura un quatrième point, mais qui demande beaucoup plus de temps, c'est l'aménagement du territoire. Puisqu'aujourd'hui, la problématique vient du fait que tout le monde veut habiter au même endroit en France. Tout le monde veut habiter là où il y a de l'emploi, de l'éducation, du service public, de la culture, du loisir, des transports. Et ça, on est revenu sur l'attrait des villes comparé aux années Covid où on s'était un petit peu éloigné parce que justement il y avait eu le télétravail. Oui, parce qu'une maison finalement, ça reste le Graal pour les Français, pour la majorité des Français. Mais une maison, c'est une enveloppe financière supérieure. Ça coûte plus cher d'acheter une maison qu'un appartement parce que c'est souvent plus grand. C'est plus cher à entretenir également. C'est souvent excentré. Donc pour une famille, c'est une deuxième voiture, parfois même une première voiture. Donc, on y est plus longtemps qu'avant avec le télétravail. Oui, mais alors le télétravail, le mouvement ne va pas dans le sens de l'accroissement du télétravail, mais plutôt dans l'autre sens. Non, mais c'est installé, c'est imposé dans les esprits. C'est installé, mais en tout cas, ça coûte plus cher de vivre dans une maison, on est excentré. Bon, beaucoup de familles ont choisi de rester ou de revenir dans les centres-villes parce qu'on a tout à proximité. Et puis l'aménagement du territoire, ça n'est pas que maison ou appartement, c'est également infrastructure de transport. La diagonale en France, aller de Rennes à Lyon, on sait que ça prend 6 heures et que il faut passer par Paris. Et on voit cet exemple d'aménagement du territoire vertueux sur une ville comme Bordeaux,
par exemple, lorsqu'on va cumuler une rénovation urbaine qui a duré une décennie, qui a changé la physionomie de la ville, et une ligne à grande vitesse qui a mis Bordeaux à 2h10 de Paris. On a tout de suite vu les effets sur l'attractivité de la ville. Mais ça, c'est du temps long. Et ça n'est pas compatible avec des prix qui montent, évidemment, mais des prix qui montent parce qu'on attire des entreprises, on attire des investisseurs, on crée de l'emploi, on crée de l'économie, on crée de la croissance. Mais ce n'est pas compatible avec la durée d'un mandat présidentiel, l'aménagement du territoire. La reprise, le frémissement de reprise que vous sentez, il est homogène au niveau territorial ? Il est homogène au niveau territorial, il vient se différencier selon la typologie de biens. Aujourd'hui, la reprise, elle se fait sur des logements dont la valeur est inférieure ou égale à 300 000 € dans les environnements ruraux et semi-urbains et dont la valeur est inférieure à 450 000 € dans les environnements extrêmement denses et urbains. Et par définition, on voit ces maisons en périphérie, qui ont vu leur prix flamber à la sortie du Covid, qui ne trouvent plus du tout preneur aujourd'hui parce que les prix sont totalement déconnectés de la réalité et des capacités de financement. Il n'y a pas encore eu cette prise de conscience. Il y a une résistance extrêmement forte et on voit que, quand je vous disais tout à l'heure, moins 4,5% de baisse des prix au niveau national, en Ile-de-France, on est à moins 9%. Et le volume de transactions n'arrive pas à redémarrer en Ile-de-France. Parce qu'il faut regarder les deux. Il faut regarder l'évolution des prix, mais également le redressement. Ile-de-France et Paris particulièrement. Paris fonctionne très bien, puisque Paris, on est aujourd'hui au niveau de prix de 2018. On est passé d'11 000 € du mètre carré à 9 200 € du mètre carré. On a 11 arrondissements sur 20 qui sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré. On a retrouvé une hiérarchie avec les arrondissements de l'Est parisien autour de 8 500 € du mètre carré. À l'Ouest parisien, on est autour de 9 000 et dans le centre, on est à plus de 11 000. Donc on a retrouvé cette hiérarchie qui a redonné beaucoup de fluidité à Paris et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à retrouver un peu partout en France. C'est notre boulot au quotidien d'essayer de faire le go-between, l'intermédiaire entre des vendeurs qui veulent évidemment le plus possible de leur logement et les acquéreurs qui sont contraints par une enveloppe de financement. Et les acquéreurs, justement, et cette enveloppe de financement, à combien ils empruntent aujourd'hui et est-ce qu'ils peuvent de nouveau prétendre à la surface dont ils pouvaient prétendre avant? On sait que pendant un moment, quand les taux étaient vraiment très très élevés, il y en a certains qui ont dû réduire peut-être d'une chambre, d'une pièce, la surface de leurs biens convoités. Oui, vous avez raison de pointer le sujet du doigt. On parle souvent d'une situation anormale pour les propriétaires et on ne cesse de dire aux vendeurs et aux propriétaires le prix que vous pouviez obtenir de votre logement quand les taux étaient à 1% et que le marché était extrêmement sous pression, c'était une anomalie. Et aujourd'hui, vous ne pourriez plus obtenir le même prix. Mais c'est la même chose pour les acquéreurs. Les acquéreurs doivent comprendre aussi que lorsque l'argent ne coûtait rien, qu'on était extrêmement confiant, on pouvait acheter 60 mètres carrés, alors que 2 ans avant, on pouvait prétendre pour la même mensualité à 50 mètres carrés. Et bien là, de nouveau, les acquéreurs qui deviennent propriétaires font des concessions. Ils font des concessions sur la surface, ils font des concessions sur la localisation des logements, ils s'éloignent de la gare, de la station de métro qu'ils visaient et ils acceptent de faire des travaux là où ils n'acceptaient pas d'en faire. Donc les acquéreurs aujourd'hui qui veulent réaliser des projets, en effet, doivent faire des concessions, ils le font, ils empruntent entre 3 et 3,5% schématiquement. Les acquéreurs ont bien compris qu'aujourd'hui, il faut présenter un bon profil emprunteur. La vraie difficulté, et c'est celle qui touche les primo-accédants, c'est de se constituer ce fameux apport que les banquiers demandent. C'est 20, 30, 40 000 € et lorsqu'on est un couple de jeunes actifs, épargner 40 000 €, ce n'est pas l'histoire d'une année, c'est l'histoire de nombreuses années. Les banques ne financent plus 100% non. L'apport est devenu aujourd'hui sanctuarisé. Il faut arriver avec ces 25 à 30% d'apport. Soit on bénéficie d'un prêt familial, d'un apport familial, soit on met plus de temps pour épargner. D'où le sujet d'aider les primo-accédants. Mais apport et bon dossier, ça passe aujourd'hui auprès des banques? Oui. Les banques aujourd'hui prêtent de nouveau. On revient à un fonctionnement classique du marché, le crédit immobilier est le premier outil de captation de nouveaux clients pour les banquiers. On a ressorti tout ça des cartons et ça fonctionne avec beaucoup de fluidité. Alors ces derniers mois, on parlait beaucoup d'un effet attentisme, un effet JO qu'on attendait sur l'immobilier. Vraiment, il y avait une certaine léthargie. Est-ce que du coup, l'effet JO maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez constaté?
Non, beaucoup l'attendent encore, l'effet JO. On l'attend longtemps. Voilà. On l'a constaté, oui, malheureusement, sur le parc locatif, puisque on a vu des logements classiques avec des locataires qui quittaient leur logement et des propriétaires qui ne remettaient pas le logement sur le marché en se disant « je vais le louer à la nuit 200, 300, 400, 500, 600, 800 euros ». Ils ont tous déchanté parce qu'en effet, ça ne s'est pas passé comme ça exactement et les biens sont revenus sur le marché après les JO à partir du mois de septembre. Il n'y a pas eu d'autres effets. Ça a plutôt sclérosé le marché dans Paris intramuros, dans la capitale, parce qu'il était difficile de se déplacer, parce que les Parisiens avaient bien respecté ce qu'on leur avait dit. Beaucoup avaient quitté Paris, étaient partis en vacances, en congé ou en région. Dans notre réseau, c'est la même chose. On avait également allégé les équipes, donc il y a eu moins de transactions. En revanche, ça a repris immédiatement après la période des JO. Ça n'a pas eu et ça n'aura pas d'effet sur les prix, parce que la particularité de ces Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont été faits, entre guillemets, en bon père de famille, je ne vais pas dire à l'économie, mais on n'a pas construit des infrastructures pour les JO, on a profité de la ville ne s'est pas transformée non plus, améliorée. Donc il y a eu très peu d'amélioration et pas du tout de dégradation, donc ça n'a pas d'effet prix sur le logement. Et les étrangers, est-ce qu'ils sont revenus, les investisseurs internationaux ou même les acquéreurs? En tout cas, ils ont vu de belles images de la France, ça c'est un point très positif. Ils ont rencontré des Français également positifs avec le sens de la fête, avec un bon accueil et ça ne peut être que positif. Maintenant, on vit dans un environnement global qui est extrêmement contraint économiquement, en tout cas en Europe. En France, donc il y a aussi d'autres sujets, oui, absolument. Merci beaucoup Yann Janot d'être venu nous voir pour nous parler santé du marché immobilier, directeur général du réseau La Forêt. Merci à vous. Merci à vous.